Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour vendredi 14h, votre émission de cinéma sur icinema.com, juste avant le film de la semaine. Et cette semaine, c'est le film Monsters du japonais Hideo Nakata, un film qui fait peur, comme son nom l'indique. Au sommaire de notre émission, les séries télé, un domaine dans lequel, comme le dirait Emmanuel Macron himself, Friends is back. Et oui, après avoir passé des années à tutoyer les profondeurs des classements d'audience, tandis que les séries américaines faisaient la loi, la série Made in France a fait une spectaculaire remontée depuis 3 ans. Elle dame le pion aux Américaines, elle s'exporte, elle se diversifie. On en parle avec nos invités tout de suite. Mais d'abord, ce petit rappel, la série télé en France, c'était déjà ça en 1950. L'agence Nostradamus, qui fait partie des archives de l'INA, c'était le premier feuilleton télé en France, une série en 9 épisodes de 15 minutes, réalisée dans des conditions, aujourd'hui on dirait un peu gonzo, dans des conditions assez acrobatiques par Pierre Dumayet et Claude Barma. Alors il y avait de vraies intrigues, du suspense, des crimes, de la romance. Tout y était, sauf les téléspectateurs. Et pour cause, les foyers n'étaient pas équipés en télévision. Il y en avait très peu, donc la série a dû s'arrêter assez vite. Il passe à table avec nous aujourd'hui la scénariste Fanny Herrero. Bonjour, merci d'être des nôtres. Vous êtes, alors entre autres nombreuses lignes de votre CV, créatrice et directrice d'écriture de la série 10%. Saison 1, saison 2 et la saison 3 en cours de tournage. C'est une série qui a été multi-récompensée, qui connaît un énorme succès. Vous avez aussi participé à l'écriture de plusieurs épisodes de Kaboul Kitchen ou encore de la série Un village français, mais aussi d'une autre série à succès, Fais pas ci, fais pas ça. Alors, vous nous direz si tout ce que touche Fanny Herrero se transforme en or, parce que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le scénariste, réalisateur et producteur Frédéric Schoenderfer, merci d'être des nôtres. Bonjour. Vous avez été nommé dans la catégorie César du meilleur film pour Scène de crime en 1999. Vous êtes également, entre autres, réalisateur de Truand en 2007, du Convoi en 2016. Et vous venez d'achever le tournage de Charon, cette nouvelle série qu'on découvrira cette année avec Marc Lavoine, je crois. Ouais. Dans l'un des principaux rôles. Vous êtes également le réalisateur de plusieurs épisodes de la série Braco sur Canal+. Le comédien Hugo Becker est avec nous. Bonjour et merci. Bonjour. En 2014, votre interprétation de Romain dans la série Chef sur France 2 vous avez valu le prix Adami du meilleur espoir masculin au Festival de Luchon. En 2015, vous teniez le rôle principal de la série Au service de la France pour Arte. Et en 2016, et cette année, c'est sous les traits de l'ambitieux mais néanmoins idéaliste Cyril Balsan, Un nouvel élan, que vous crevez l'écran, en fait, dans Baron Noir. Le journaliste Pierre Langlais est avec nous également. Merci, Bonjour. Spécialiste de séries télé. Vous écrivez pour Télérama. Vous êtes membre de l'Association française des critiques de séries, l'ACS. Sur le site de l'ACS, on peut vous voir animer le podcast. Un épisode et j'arrête. Bonne résolution de tous les sérivores. Une résolution impossible à tenir. Je vous le disais tout à l'heure, en 1950, l'agence Nostradamus n'avait pas trouvé son public par manque d'équipement des foyers français en poste de télévision. Les choses ont bien changé depuis. Désormais, les séries françaises, celles qui marchent, rassemblent des millions de téléspectateurs et téléspectatrices, plus de 8 millions, par exemple, par épisode pour une série comme Le Secret d'Élise sur TF1. Alors, en matière de séries, est-ce que la France, France is back? Eh bien, on fait le point rapide avec Anne Le Boulch. Les séries télé sont le nouveau Graal. Industrie rentable, populaire et exportable, elles n'ont plus rien à envier au cinéma. Les anglo-saxons ont longtemps affirmé leur suprématie sur le reste du monde. En 2013, parmi les 100 meilleures audiences de l'année, on compte 56 séries en langue anglaise et 10 françaises. En 2017, la tendance s'est inversée. Parmi les 20 séries les plus suivies à la télévision, seules 4 anglo-saxonnes tirent leur épingle du jeu. La fiction Made in France n'a jamais été autant plébiscitée. Près de 3 Français sur 10 souhaitent voir plus de séries hexagonales et 4 sur 10 estiment qu'il y a trop de séries américaines. Et qui dit succès dit investissement toujours plus important.
En 2016, la fiction a été le genre le plus aidé avec des financements en hausse de 17,5% par rapport à 2015. Une montée en gamme qui séduit à l'export. Les ventes de séries françaises ont augmenté de plus de 20% en 2016 et certaines font l'objet de remakes. Après avoir conquis le marché français, les productions hexagonales rencontrent enfin un public international. David Fincher n'a-t-il pas désigné Le Bureau des légendes comme sa série préférée du moment ? Série télé, La France is back ? Alors, avec plus de 700 millions d'euros investis dans les séries françaises l'an dernier, des épisodes, je vous le disais, qui rassemblent parfois jusqu'à 8 millions de téléspectateurs, les séries françaises sont désormais en haut du tableau. Fanny Herrero, vous êtes la créatrice et donc directrice d'écriture de la série 10%. Quelque chose a changé en très peu de temps, en 3, 4, 5 années, quelque chose a changé dans le monde des séries avec les séries françaises. Qu'est-ce qui explique ce soudain succès, selon vous ? Déjà, je pense que ça date pas d'il y a 4-5 ans. Moi, je pense que ça date d'il y a plus longtemps. À un moment, on s'est quand même pris dans la figure une révolution qui arrivait des États-Unis et on pouvait pas rester sans rien faire. Mais ça, moi, j'ai commencé à travailler dans ce métier il y a maintenant 11 ans et je suis arrivée à ce tournant-là, quand les formats ont changé, la façon d'écrire a changé. Moi, je suis scénariste, donc j'aurais tendance à mettre l'écriture au cœur de tous ces changements, parce que j'ai l'impression qu'on s'est tous professionnalisés, en fait. Le niveau a augmenté un peu dans tous les corps de métier qu'on fabrique des séries tous ensemble. Mais j'ai l'impression que l'écriture, plus particulièrement, a été mise au cœur du processus. Avec notamment, pour certains scénaristes français, le fait de se former, justement, auprès de scénaristes américains. Peut-être, mais c'est pas forcément là-bas qu'est le Graal, parce qu'on peut pas comparer nos façons de fonctionner, leur industrie et la nôtre, ça a tellement rien à voir. Nous, on travaille de façon beaucoup plus artisanale. Mais oui, effectivement, il y a eu des formations nouvelles qui sont apparues. Mais j'ai l'impression surtout qu'on s'est mis à communiquer mieux tous ensemble, c'est-à-dire producteurs, diffuseurs, scénaristes, réalisateurs. Progressivement, au cours de ces 10 dernières années, moi je dirais, le vocabulaire commun s'est enrichi, s'est affiné et on arrive mieux à savoir de quoi on parle. On n'y est pas encore, mais c'est moins dissonant. Il y a eu une époque où vraiment arriver dans un bureau de diffuseur quand on était scénariste, c'était vraiment très pénible parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre, on ne savait pas de quoi ils nous parlaient, ils ne comprenaient pas de quoi on leur parlait. Et maintenant, c'est plus fluide, on va dire. Alors justement, Frédéric Schoenderfer, est-ce que le scénariste a aujourd'hui toute sa place dans le dispositif et même sur le tournage ? Ça a beaucoup changé dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on est plus audacieux. Et je pense que les scénaristes sont au cœur du dispositif, en tout cas à la télévision, ouais. Alors, il y a quelque chose qui est important, apparemment, c'est la coécriture. On va en parler avec vous. Je voudrais qu'on regarde la bande-annonce de 10%, la saison 2. Et puis après, on parle du collectif SAS. Il y aura 10% d'émotion. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est gentil, c'est cool. 10% de bonheur. C'était chouette. Bah merci. 10% de tendresse. Je vais t'embrasser. Mais heureusement, il y aura aussi 10% de coups bas. Eh ben on va aller leur piquer leur plus gros star. 10% de méchanceté. Vas-y Noémie, casse-moi cette bouffe. 10% de règlement de compte. J'attends les excuses. 10% de larmes. 10% de pétage de plomb. 10% d'insultes. C'est de la merde. Mais les bâtards. Oh putain. Et 10% de... Ah, Fanny Herrero, est-ce que c'est vrai que pour la première saison de 10%, vous avez du mal à convaincre certains grands noms de vous rejoindre, alors que pour la saison 2, tout le monde se bousculait au portillon ? C'est vrai, ouais. C'est vrai pour la saison 1, et ça rejoint peut-être ce débat, c'est qu'on a eu l'impression qu'ils avaient peur de venir à la télé. Que venir sur France 2, en plus France 2 c'est pas Canal+, dans l'image que ça a, dans la réputation, c'est moins chic, c'est moins sexy. Et du coup, arriver avec cette série-là pour France 2 et aller chercher des stars de cinéma qui ne viennent pas habituellement à la télévision, on se sentait un peu des parents pauvres du cinéma, voire un peu vulgaires en fait. Et puis, comme la saison 1 a super bien marché, je pense qu'on leur a montré on a montré que c'était à la fois assez respectueux et surtout un peu élégant en fait, et qu'on pouvait faire une télé classe quoi, et drôle. Et en ayant des millions de téléspectateurs. Et en plus, ça marchait. Donc, en saison 2, c'était beaucoup plus simple. Pierre Langlais, qu'est-ce qui fait le succès, selon vous, de 10%? Qu'est-ce qui explique ce succès? De 10% spécifiquement, moi, parce que c'est quand même un cas particulier dans nos paysages des séries françaises. Oui et non, c'est-à-dire que ça fait quelque chose que la télé française devrait mieux faire, c'est-à-dire c'est de la bonne comédie
Comédie dramatique, on dit, parce que c'est pas que du pur rire, mais c'est une série qui est bien écrite. Ça paraît un peu vague comme définition, mais en fait, c'est rythmé, c'est bien dialogué, en fait, c'est une bonne série, tout simplement. Et à la télé française, quand on voit arriver une série réussie, déjà, c'est une rareté. Et donc, déjà, ça fait remonter la série. Après, 10% a réussi à faire un genre que les Américains et les Anglais avaient chacun leur façon maîtrisée, qui est la série Dans les coulisses de... Alors, je sais que Fanny était fan de La Maison Blanche. Alors, on n'est pas dans les coulisses de La Maison Blanche, mais le principe, c'est ça, c'est finalement d'aller raconter une histoire dans des coulisses et de la rendre sexy, accessible et humaine. Et c'est l'autre qualité de 10%, c'est que même si c'est un monde, on a pu, j'en suis sûr, Fanny l'a entendu, dire ça va être complètement parisianiste, fermé, ou là, c'est pas fait pour tout le monde. Et en fait, c'est avant tout l'histoire de gens comme vous et moi qui ont leurs petits problèmes, leurs angoisses, leurs névroses. Et c'est ça qui fait que la série est accessible. Enfin, ils ont un style de vie assez éloigné de celui du commun des mortels. Et oui, mais c'est ça aussi, les séries télé, c'est de pouvoir raconter des histoires bigger than life, comme diraient les Américains. Alors, on vous souhaite la même longévité qu'à la Maison-Blanche. Il y a eu 6 ou 7 saisons, je crois. Je disais, apparemment, le fait de travailler en groupe, et je pense à ce fameux collectif SAS, qui est un collectif de plusieurs scénaristes, SAS, collectif SAS, c'est une tendance lourde. Est-ce que ça... C'est quoi? C'est une forme de creative writing c'est surtout que, en fait, c'est pas possible. Enfin, écrire, c'est très dur. Écrire une série, c'est très, très dur. Et écrire 8, 10, 12 épisodes en moins d'un an, c'est extrêmement dur. Donc, on ne peut pas faire ça tout seul, sauf quelques rares exceptions, des auteurs totaux, on va dire, qui prennent toute la place et qui sont capables de livrer ça. C'est très rare, en fait. Et maintenant, c'est devenu une industrie, donc on doit respecter des délais, on doit respecter des attentes. Donc, on est obligé d'être plusieurs dans la pièce. Et encore, en France, on est à nouveau des petits joueurs. On est vraiment dans l'artisanat. Nous, sur 10%, on est 5 auteurs plus moi qui supervisent tout et qui coécrit tout. Mais aux États-Unis, sur les grandes séries, ils sont parfois plus de 100, en fait, parce que ils vont se diviser le travail avec qui va s'occuper des intrigues uniquement médicales sur une série médicale, l'autre qui va s'occuper de l'arche de juste 2 personnages, et il va y avoir plusieurs scénaristes qui vont s'occuper juste de 2 personnages. Enfin, ça, moi, ça me fait écarquiller les yeux. Je ne sais même pas si on serait capable, nous, de le faire. Mais en tout cas, nous, on est très peu dans une pièce, mais c'est obligé, en fait, d'être plusieurs, parce qu'un seul cerveau ne suffit pas pour inventer toutes ces histoires. Frédéric Schonhofer, qu'est-ce qui marche à tous les coups? Écoutez, je pense qu'il faut rester très modeste. Si j'avais la formule, je serais bien malin, vous voyez. Après, on travaille avec ses convictions. Moi, quand j'envisage un film ou une série pour lequel je vais travailler, c'est est-ce que ça me plaît, est-ce que je peux apporter quelque chose? C'est plus de cet ordre-là que de savoir si ça va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher. Après tout, j'essaye de savoir déjà si ça me plaît à moi, en me disant peut-être je ne serai pas le seul, vous voyez. Ça serait très arrogant d'avoir une idée de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, mais je parle sous le contrôle de... Vous avez beaucoup creusé le sillon à la fois avec vos films et les séries, de la série policière, du polar. Tout simplement par goût. On va regarder un petit bout du making-of de Charon, qui est donc cette série que nous allons découvrir cette année. Alors, Pierre Langlais, vous trouvez qu'il y a trop de séries policières? Je ne veux pas vous fâcher avec Frédéric Schonhofer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir des bonnes. Et une des meilleures séries, on parlait d'un déclic, si on veut remonter aux années précédentes, c'est Engrenage, qui en 2005, enfin depuis en 2005, qui est toujours là, et qui a été un des déclics importants du mieux français, même si, de mon avis, on est encore dans une zone où ça monte et ça descend. Il y a de bonnes choses, il y en a de moins bonnes. Enfin, voilà, la télé française reste quand même extrêmement faillible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons polars. Par contre, il en faut moins. Il faut plus de sujets différents. Et c'est pour ça, quand une série comme 10% ou même Baron Noir arrive et qu'on voit autre chose qu'une histoire de flic ou qu'une histoire d'enfants qui disparaissent, qui est un petit peu le sujet fort du moment, ça devient un peu fatigant. Et moi, en tant que critique, mon métier, c'est de dire allez voir autre chose.
Et quand, par exemple, TF1 fait une série comme Les Bracelets Rouges, même si c'est un remake d'une série catalane, je vois autre chose qu'un polar, je vois une histoire qui prend des risques, je vois une histoire qui montre des enfants malades, je vois autre chose et je me dis, voilà, ça, je suis pour, parce que la télé française a encore besoin de se diversifier à tous les sens. Du point de vue des genres qu'on montre, du point de vue des gens qu'on montre, du point de vue de la société qu'on montre, parce que la société française, c'est pas une infinité de petits pavillons dans une banlieue moyenne sans nom, c'est plein de France différentes. Et ça, on a encore un peu de mal à le montrer. Donc plus il y a de diversité, moi je me porte, tant mieux si c'est de bons polars qui le font. Alors Charon, ce sera sur France 2, donc dans le courant de l'année 2018. Bon, on parle du fait que les séries françaises, finalement, ont pris le pas maintenant sur les séries américaines, mais est-ce que sur notre territoire. Sur notre territoire, mais oui. Oui. Restons modestes, vous avez raison. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, le monde de la série télé qui a changé? Parce que dans les années encore, grosso modo jusqu'à la fin des années 2000, on avait d'énormes séries comme Les Experts, comme Mentaliste, qui étaient de gros programmes très fédérateurs, très familiaux, mais qui, même aux États-Unis, aujourd'hui, ont tendance à s'effacer au profit de séries plus ciblées, avec un moins grand public, et plus pointu. Il ne faut quand même pas oublier qu'aux États-Unis, NCIS et Grey's Anatomy cartonnent toujours. C'est des grands spectacles fédérateurs, ils existent toujours. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a eu un besoin de cibler, comme on dit en télévision, qui va de pair avec, je crois, moi aussi, une connaissance plus grande du public qui s'est cultivée. C'est valable aussi pour les scénaristes, c'est-à-dire qu'on a une génération de scénaristes qui a été biberonnée aux séries télé et qui donc a la culture sérielle. Ce qui n'était pas le cas, il y a encore beaucoup de décideurs qui n'ont pas la culture sérielle, qui donc font n'importe quoi ou qui proposent des choses qui sont, je trouve, moi, condescendantes envers le public et qu'on fait des choses bêtes parce qu'on pense que les gens ne sont pas capables de regarder des séries complexes. Pendant le cas de Baron Noir, c'est une série compliquée, il faut se concentrer, il faut écouter ce que disent les personnages. Je pense que les Français sont assez intelligents pour la voir. Vous, Hugo Becker, vous avez joué dans plusieurs séries très différentes. On peut se dire peut-être que Chef, c'est une série qui est peut-être un peu plus grand public, très grand public, que Baron Noir. Qu'est-ce qui préside à vos choix? Là où je rejoins Pierre, c'est que c'est quand même deux séries où les gens étaient extrêmement exigeants. Oui. C'est des séries hyper exigeantes et assez risquées. Je sais qu'au lancement de Chef, il y a eu un lancement qui a extrêmement bien fonctionné, mais ils ne s'y attendaient pas forcément et pas autant. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on s'inquiète de est-ce que la série est suffisamment accessible ou pas accessible. Et finalement, moi, les projets que j'ai faits, honnêtement, la plupart étaient... Enfin, que ce soit au service de la France, sur Arte, Chef, Baron Noir, même la série pour la BBC que j'ai faite, à chaque fois, c'est des projets assez exigeants, assez difficiles, et en fait, ils cartonnent. Donc, ça prouve bien qu'à l'écriture, s'il y a un vrai travail et une vraie ambition pour le projet, les gens, ils sont satisfaits, ça leur plaît, ils ont envie de ça. Et pour aller plus loin là-dedans, ce qui est vrai, c'est que les gens qui viennent travailler sur le projet, que ce soit les équipes techniques ou les équipes artistiques, c'est pareil, elles ont envie d'ambition dans leur travail et d'exigence. Un acteur, il n'a pas envie de venir juste dire son texte comme s'il disait autre chose, pas s'intéresser à l'intrigue ou aux enjeux de son personnage. Il a envie de se préparer pour son rôle. Pour Chef, on a eu 1 mois et demi de prépa. Moi, je suis allé faire des vrais services dans des grands restos, chez David Toutain, Cornillac, avec Thierry Marx. Il y a de la vraie préparation. Pour la série BBC, 1 mois et demi d'entraînement à Charlton, avec des semi-pros du foot. C'est extrêmement plaisant pour les acteurs, mais ça paye à l'écran. Et je pense que ça va avec, en fait. Enfin, je sais pas, Frédéric Schendorfer, ce serait intéressant de lui demander sur sa série s'il travaille comme au cinéma. Mais je suis convaincu que s'il y est allé, je pense que oui. Enfin, en tout cas, qu'il essaye. Je vous pose donc la question. Non, mais c'est vrai. Non, mais le truc qu'il y a de différent dans la série par rapport au cinéma, c'est le temps. Hein. Voilà, c'est la seule chose. Après, le geste de mise en scène, c'est le même. Parce que... si vous voulez, je suis sincère. C'est-à-dire quand je suis sur un plateau, que ce soit du cinéma ou des télévisions, je fais mon travail avec la même intensité, la même foi, et je ne fais pas de différence. Voilà. Après, c'est juste une histoire de minutes à faire par jour. Voilà. Je dirais que la grande différence, elle est là. Budget, ouais. Oui, alors c'est une histoire de budget, mais disons qu'à la télé, on est plutôt entre 5, 6, voire 7 minutes par jour. Au cinéma, on est plutôt vers 3, 3,5. Voilà, donc... ça dépend après aussi des séries, quand même. Oui, alors sur Canal, on a un peu plus de temps, mais je dirais que globalement,
c'est une histoire de temps, voilà. Moi, je dirais que le truc le plus intéressant, je trouve, qui s'est passé à la télévision française depuis une quinzaine d'années, c'est qu'avant, quand on faisait du cinéma et qu'on partait faire une série télé, c'était terminé le cinéma. Et aujourd'hui, c'est fini, ça. Et je trouve que c'est bien parce que c'était une exception française qui était complètement conne, que les Anglais n'ont jamais fait ça comme ça, que les Américains ne le font pas, et que nous, on était les seuls à dire que la télévision, c'était pas bien et le cinéma, c'était bien. Et je pense que tout ça est idiot. Il y a des films merdiques et des séries géniales, et le contraire est vrai aussi. Je ne suis pas en train de dire que la série, c'est mieux que le cinéma. Justement, je suis en train de dire chaque projet, en fonction du talent qui a été mis dedans, est aussi honorable, que ça soit de la télévision ou du cinéma. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font du cinéma, qui font de la télévision, qui refont du cinéma, ou le contraire. Vous voyez, vous avez des gens qui font de la télévision et qui, tout d'un coup, font aussi du cinéma. Chez les acteurs, vous avez l'exemple, un des exemples très frappants, enfin, depuis 10 ans, c'est Jean Dujardin. Il est venu de la télévision. Et c'est devenu une vedette de cinéma. Cornillac a fait plusieurs allers-retours aussi en télé. Voilà, Clovis Cornillac, qui est un acteur, entre guillemets, tout ça aujourd'hui a encore un sens. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est poreux. Avant, il y avait deux clans, et je trouvais que c'était ridicule, et surtout, ça donnait l'impression qu'en fait, que dans un certain monde, il n'y avait pas d'ambition et pas d'exigence. Alors, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a compris que c'était pas le cas. Après, on réussit son coup ou pas, en fait, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Alors, Hugo Becker, on imagine que vous n'avez pas fait de stage en magouille politique pour Non, on a rencontré des hommes politiques. Non, mais je disais ça parce que moi, c'est très clair que quand j'ai la chance qu'on me propose un rôle intéressant, j'ai évidemment envie d'être en immersion dans un univers. Ça m'intéresse pas de venir le faire et de faire semblant, quoi. Mais vos scénaristes connaissent le monde de la politique. Exactement. Éric Benzekri était un ancien militant et donc du coup il connaît extrêmement bien son sujet. C'est quelqu'un à qui on peut poser énormément de questions, avec qui on discute beaucoup. C'est hyper important d'avoir un créateur et un directeur d'écriture sur le plateau avec qui on peut discuter. Il y avait un réalisateur qui est absolument génial. Ziad Doueri, qui est super. Il y avait Antoine Chevrolier, qui est aussi un très bon réalisateur, mais qui fait le Bureau des légendes aussi. Mais d'avoir l'auteur sur place et de pouvoir initier des rencontres, il a initié des rencontres avec des hommes politiques quand même. C'est une autre façon d'aborder le sujet. Et je pense que c'est ça aussi qui a changé, moi. Je pense que la vérité, c'est qu'il y a une ambition pour le public. On sait que ça va être plus exigeant, que le regard va être plus exigeant. Du coup, le travail lui-même est plus exigeant. Et voilà. Alors on regarde la bande-annonce de Baron Noir, saison 2, encore plus sombre, encore plus complexe, encore plus politique que la saison 1. On peut se voir vite ? C'est trop risqué là, si on nous voit ensemble, c'est fini pour moi. On fait comment alors ? Je t'ai rien promis, Philippe. De toute façon, toi et moi, on n'a plus le droit que de discuter, non ? Coucou papa. Alors, Londres, ça va ? C'est quoi ce bruit ? Non, c'est rien, c'est rien. Vous savez ce que c'est de vivre avec ça ? C'est pas moi qui ai fixé le montant de votre caution, 60 000 €, monsieur. Je n'ai pas peur d'être une républicaine. Je n'ai pas peur de vous. Depuis que je suis sorti de tôle, j'ai qu'une idée en tête. Refaire l'union de la gauche pour qu'Amélie soit forte face au Front National. Je te donne ma vision, mon avis, mes idées, et après, c'est toi qui agis. Le PS peut plus rien faire sans toi. C'est ton moment. Je n'ai pas quitté le PS par lassitude de la vie minoritaire, je l'ai quitté par conviction. Il nous crache dessus et toi tu dis amen. Un renversement d'alliance du PS vers le centre, ça c'est du jamais vu, non? Je suis désolé, mais je suis plutôt assistant. C'est toi ou c'est moi qui en étais à bord, juste pour avoir le droit de dormir la nuit? Qu'est-ce que tu fais là, en fait? C'est chez moi, ici. Tu sais ce que c'est d'assumer le regard de sa fille au parloir? Ah non, ça, c'est pas un truc qu'on choisit. Ça se respecte et ça rend fier. Le débat continue, le débat est très animé pendant cette bande-annonce de Baron Noir. Alors, pour une bonne série, il faut de bons scénarios, il faut aussi de l'argent. Certains commencent à se demander si on ne pourrait pas récupérer un peu de la manne, entre guillemets, dévolue au cinéma pour l'orienter vers les séries. Je cite Kwok Dan-Tran, qui est entre autres scénariste d'Engrenage en France, que vous connaissez sans doute, avec lequel vous avez travaillé, qui dit... On n'a pas encore l'équivalent d'un Aaron Sorkin, donc à la Maison-Blanche ou encore The Newsroom, ou d'un David Simons, évidemment l'auteur de The Wire et de Treme, entre autres. Mais ils disent un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Là-bas, ils sont plus de 8000 scénaristes. Nous, on est à peine 400. Donc, on est loin du compte. On n'a pas le même marché non plus. Hein. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont 8000
scénaristes, je ne sais pas combien d'acteurs et de chefs opérateurs, mais ils sont 300 millions de personnes. Oui, mais nous, on s'adresse au moins au continent européen. Et puis David Simon, il a fait quelques années de presque consulting. Il était journaliste à la base. Il a été embauché comme consultant sur l'adaptation de son propre bouquin, Homicide, dans les années 90. Et c'est qu'après qu'il a sorti The Wire. Après, c'est un type complètement brillant, mais il s'est formé aussi. Laissons le temps peut-être aux scénaristes français de devenir les David Simon français ou les Aaron Sorkin françaises, parce qu'il en faudra aussi. Mais ce que veut dire mon copain Cook, je pense, c'est aussi que plus on est nombreux, plus d'une certaine façon, il y a un effet d'entonnoir et de sélection en fait et de compétition mais vertueuse qui fait qu'à la fin les meilleurs aussi arrivent de cette poussée par la base, de plus on est nombreux et puis il y en a des bons qui sortent. Et ce qu'on reçoit nous aussi des Américains, c'est aussi ce qui traverse les frontières. Enfin, on reçoit aussi la crème de leur programme, faut pas l'oublier. Ils produisent aussi un paquet de merde. Enfin, c'est vrai. 80%, non, mais c'est vrai. 80%, enfin tout ce qui est toutes les grandes chaînes. Bien sûr, mais comme nous, sauf que bon, quand même, leurs trucs les mieux sont meilleurs que nos trucs les mieux, mais on reçoit aussi vraiment, ce qu'il y a de meilleur. Sauf que même les mauvaises séries américaines sont rarement des ratés techniques. C'est-à-dire que même quand c'est formaté, quand c'est déjà vu, c'est carré, quoi. C'est maîtrisé, c'est carré. On a le droit de trouver ça nul sans aucune originalité et barbant, mais c'est carré. Ils savent faire. Il y a un savoir-faire qui, même dans les plus mauvais programmes, est évident. Alors, je repose ma question du début de l'émission et il faut une réponse courte puisqu'on conclut. Est-ce qu'on peut dire Friends is back ou bien Friends is at the beginning? La France est de retour ou elle est au tout début d'une nouvelle aventure? Elle est là, mais pas encore assez. C'est-à-dire qu'elle a des idées, elle a des ambitions, mais elle patine. C'est un pas en avant, un pas en arrière, puis deux en avant, puis un en arrière. Enfin, moi, je suis assez déçu, pour le dire franchement. Je me souviens de l'année où est sorti Ainsi soit-il et Les Revenants, où on a dit ça y est, il se passe un truc incroyable, etc. Et depuis, je suis beaucoup plus souvent déçu qu'heureux de ce que je vois. Alors oui, il y a des contre-exemples comme 10%, comme Baron Noir, comme Le Bureau des légendes, comme quelques séries, comme Irresponsable sur OCS. On commence à avoir des jeunes plumes, des gens qui font des choses passionnées et passionnantes, mais on a quand même encore une majorité de programmes formatés assez décevants comparé à ce qu'on pouvait attendre de la télévision française. D'un mot, Frédéric Schanhofer. Écoutez, en tout cas, je pense que peut-être on est de retour parce que c'est quand même nous qui avons inventé le cinéma. Donc, voilà. Voilà, on prend comme réponse Hugo Becker. Il y a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'il faut être optimiste. Avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Il faut juste qu'ils le mettent à contribution. Et voilà. Non, Fanny, le mot de la fin sera pour vous. Oui, moi, par nature, je suis optimiste de toute façon. Mais oui, j'ai l'impression que ça va quand même dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment, la prise de conscience, elle est vraiment à tous les niveaux et collective. Et moi, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Qu'on fasse des choses internationales, je pense aussi. Merci à tous les quatre. Restez avec nous pour découvrir le palmarès, n'ayons pas peur des mots, de la rédaction dicinema.com. On est partageurs et donc on vous fait partager notre goût pour les séries de ce début d'année 2018. Regardez. Je suis sa mère. Ah, il est chaud. Hein. Moi, c'est Bridget. Lui, là, c'est bien le père de Larry. C'est chouette de faire ta connaissance. Ouais, c'est drôle, t'es différente de sur les photos. Ça a l'air d'aller, en tout cas, t'as l'air juste un peu à la rue. Ok, enlève tes fringues. C'est cool chez toi. Oh putain, un pied. J'ai vu un pied. Où est-ce que vous placeriez le mien en termes de circonférence? Vous voulez dire que vous ne prenez plus de plaisir au lit? Je crois qu'à mon avis, c'est mieux si on remet ça un jour où il est pas là. Il est toujours là. Toi, le traître, tu fermes ta gueule! Ouais,
elle sort toute cette drogue? En plus, c'est mon fils qui l'a trouvé, donc légalement, la drogue me revient. Non, la drogue appartient au village. Non, mais j'ai l'impression de trahir tout le monde. Au contraire. Ouais, bon, allez, on charge tout. Tu vas nous dire où est notre drogue? Ouais. Une série OCS signature. Tu vas enfin réaliser le rêve de ma femme. Te faire agrandir le sexe? Quand vous dites vous vous occuperez de moi, vous voulez dire... Alors, Dark, Smilf et Hollywood, c'était notre sélection. Alors, si vous demandez ce que veut dire Smilf, eh bien, le S, c'est single. Et Milf, je pense que vous savez. Merci à tous les quatre. Vendredi 14h, c'est fini. Place maintenant au film de la semaine sur cinéma.com. Le film s'appelle Monsters, avec un Z à la fin. Il est signé Hideo Nakata. L'histoire d'un homme qui peut contrôler son prochain rien qu'avec ses yeux. Jingle. Voilà. Ambiance. Je pense que je vais le regarder. Voilà, mais l'objet, c'est quand même qu'on soit nombreux à le regarder. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vendredi 14h sur cinéma.com. Merci à tous les quatre d'avoir été des nôtres et un bon film à tous.